Bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Bouis. J'ai fait Super Héros, puis toute ma carrière dans le domaine aéronautique, en France et à l'étranger. J'aime la science et la technique et j'ai eu le plaisir de bosser dans tout un tas de disciplines. Je suis membre de cette académie. Je suis aussi un montagnard attaché aux questions écologiques. Je suis donc très heureux de vous présenter cette session technique. Cet après-midi, nous plongeons dans le monde de ceux qui font les avions. Je sais que la session est diffusée en amphi ou en distanciel par une douzaine de grandes écoles, en fait par la totalité des grandes écoles aéronautiques françaises. Je souhaite donc particulièrement la bienvenue aux pas loin de 2000 étudiants qui nous écoutent. Ils vont voir, c'est mon avis, que quoi qu'en pense une jeune Suédoise, la partie n'est pas perdue. Je dis quelquefois qu'en montagne, dans des situations délicates, il est quelquefois meilleur de sortir par le haut et de sortir vite. Eh bien, ici aussi, on va essayer de sortir par le haut et de sortir vite. Alors, en première partie d'après-midi, nous verrons Philippe Novelli, directeur des programmes propulsion et environnement à l'ONERA et ancien spécialiste des carburants à l'OACI et à Montréal, qui recensera les énergies neutres en CO2 embarquables, leur efficacité propulsive et leurs besoins en énergie primaire décarbonée. Ensuite, Patrick Leclerc, du DLR, l'organisme de recherche aéronautique allemand, au nom du professeur Manfred Eigner, vous fera part des orientations de l'ADENA, l'Agence allemande de l'énergie, et du groupement IREG, qui fédère des efforts en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe afin de produire industriellement des jet fuel bio et plus généralement du jet fuel neutre en CO2. Il nous dira comment l'ADENA signe ses carburants pour la mobilité vis-à-vis de l'hydrogène. Ces deux exposés, très complémentaires, se suivront immédiatement. Un temps pour les questions est donc prévu après le second exposé. Ensuite, après un break de 10 minutes, Axel Krein, le directeur exécutif du programme de recherche européen Clean Sky, le titre parle de lui-même, il nous rejoindra et vous dira ce qu'on espère encore gagner sur la technologie avion et moteur, quel que soit le mode de propulsion. Vous savez qu'on a gagné considérablement en consommation depuis le début de l'aviation commerciale. On est actuellement du côté de 2,5 litres au 100 km par passager. Mais il reste quelques marges de progrès, certes de plus en plus difficiles. On a des pistes à divers degrés de maturité. Et vu que les énergies défossilisées, si je puis dire, embarquables pour de longues distances, seront nécessairement plus chères que le kérosène actuel, chaque pourcent de gain sera bon à prendre. Ce troisième exposé de l'après-midi sera suivi immédiatement par une table ronde. Les questions des auditeurs viendront donc après cette table ronde, une fois tous les éléments techniques posés et discutés par les dirigeants de grandes entreprises du secteur. Peu avant 17 heures, donc, nous réunirons de grands acteurs au niveau directeur technique, CTO ou vice-président de Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Safran, le directeur de la DGLR allemande et un ancien retraité d'Ariane Group qui s'est frotté à l'hydrogène liquide. Ils nous diront que penser des exposés liminaires du début d'après-midi. Le modérateur de cette table ronde, Bruno Stoufflet, est CTO de Dassault Aviation et membre de notre académie. Il vous les présentera plus en détail tout à l'heure. Et pour terminer la session, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Hertemann, ancien PDG de Safran, ancien président du GIFAS, membre d'honneur de notre académie, qui vous donnera son point de vue sur les questions abordées dans la journée. Mais avant de rentrer avec nos intervenants dans les détails des énergies et des avions, je dois indiquer les limites de leur présentation, car nous ne pourrons pas tout aborder cet après-midi de ce qui rendra le transport aérien durable. Nous allons nous centrer aujourd'hui sur la décarbonation, donc la réduction des émissions nettes de CO2 jusqu'à leur annulation complète. Mais il y a également, comme dans toute activité, des effets hors CO2 sur le climat. Ils ont été évoqués dans la session 1, mais vous n'étiez pas tous là ce matin. Ces effets sont de deux types qui d'ailleurs s'entremêlent.
D'une part, la combustion du kérosène dans les moteurs ne dégage pas que de la vapeur d'eau et du CO2. Même si on y porte une grande attention avec des normes de plus en plus strictes, il y subsiste des traces d'un brûlé sous forme de particules de carbone, de suie, ainsi que des traces d'oxyde d'azote, on appelle ça les NOx, qui sont créées par les très hautes températures de la combustion. Ces NOx ont un effet complexe sur la chimie de l'atmosphère, parfois bénéfique, parfois non. Ils sont regardés de près par les motoristes, mais vu qu'ils sont d'un ordre de grandeur, du point de vue climatique, moindre que le CO2, nous n'en parlerons pas cet après-midi. L'autre effet hors CO2 vient des effets des traînées de condensation. On les appelle en franglais les contrails. Valérie Masson-Delmotte vous en a parlé ce matin pour ceux qui étaient là. On entend beaucoup de choses sur ces contrails. Le fait est qu'ils sont souvent bien visibles sur nos climats. Alors on y pense. Suivant l'humidité ambiante, ils se dissipent en quelques secondes ou minutes. Mais si l'atmosphère est localement sursaturée d'humidité, donc prête à condenser, prête à une vapeur d'eau qui condense spontanément, ils peuvent induire la formation de cirrus en haute altitude qui, eux, durent bien plus longtemps. Ils sont beaucoup plus grands, bien sûr. Ainsi, ils sont soupçonnés de créer, en se répétant, un forçage radiatif moyen qui irait jusqu'à égaler celui du CO2 accumulé depuis des décennies. Hélas, nous disposons de trop peu de mesures globales et fiables de cet effet. Les estimations actuelles varient de 1 à 5. On trouve même des gens qui prévoient un effet dans l'autre sens. Des études importantes sont donc actuellement relancées sur ces contrails. Alors, en France, notamment, une chaire aviation et climat qui s'appuie sur l'Institut Pierre-Simon Laplace, de réputation mondiale là-dessus, et sur l'ONERA, vient d'être créée pour ça à Paris-Sorbonne. Et alors, si vraiment ces contrails sont si néfastes que ça, des stratégies d'évitement des zones propices à leur formation pourront et devront être mises en place à l'aide de la météo, du contrôle aérien et d'une mise en réseau de tous les acteurs du transport. Bon, enfin, nos intervenants vont surtout s'attacher à ce qui fait l'essentiel des émissions, à savoir les avions moyens et long courriers. Je dis bien avions et non pas vols, parce que ces avions, aujourd'hui, ne font pas que des vols à leur portée maximum, loin s'en faut. Et ce point est important lorsqu'on fait des statistiques d'usage. Entre le pourcentage des vols qui fait ci ou ça, ou le pourcentage d'avions qui fait ci ou ça, c'est pas pareil. Ce sont deux mondes un peu différents, car les avions sont très polyvalents. Bon, alors ceci dit, les solutions techniques en cours de développement pour les avions de tourisme, l'aviation régionale ou les taxis volants, les solutions cousines de celles du transport terrestre, seront bien sûr bonnes à prendre également, mais on le sait, n'auront qu'un effet marginal. Autre point, les 3 interventions avant la table ronde auront un caractère très européen. Cela ne limite pas leur portée. Le transport aérien est en effet un phénomène mondial. De plus, la croissance du trafic est tirée essentiellement par la Chine, l'Inde et les pays émergents. Mais nos produits aéronautiques européens ont une vocation mondiale. L'Europe peut donc peser lourd dans les orientations de la décarbonation, car elle est le siège de l'un des 2 très grands avionneurs mondiaux et de 2 des grands motoristes mondiaux. Il faut donc s'en souvenir, même dans les débats purement techniques. Mais last but not least, on n'aura pas non plus le temps aujourd'hui d'aborder suffisamment la question de l'énergie primaire qui va servir à produire nos énergies embarquées défossilisées. Enfin, on en parlera très peu. Jean-Marc Jancovici en a dit un mot ce matin. C'est un sujet qui, à mon gré, est mis trop souvent sous le tapis. Je dois dire que, de mon point de vue, je ne suis pas aussi pessimiste que Jean-Marc Jancovici. Le soleil nous envoie toutes les heures autant d'énergie que nous en dépensons dans l'année. Bon, voilà.
Et s'il fallait produire toute l'énergie dont on a besoin en ce moment en France, dont on se sert en ce moment en France avec des panneaux solaires modernes, actuels, il faudrait artificialiser à peu près 1% du territoire. Je rappelle qu'il y a environ 5 à 9% du territoire qui sont déjà artificialisés par des tas d'autres choses, nos habitations, les autoroutes, les routes, etc. J'en passe. Alors, pour une partie du grand public, les... Oui, est-ce que je ne sais pas, j'ai dû sauter une phrase. Je le rappelle pour nos ingénieurs qui ne seront pas tous des constructeurs d'avions. Alors, pour une partie du grand public, l'électricité, c'est quoi? C'est ce qui sort du mur. Mais ce n'est pas tellement une énergie, c'est un vecteur d'énergie. Il faut la produire et l'utiliser autant que possible en même temps, car elle se stocke très péniblement, pas comme le bois, le charbon et le pétrole. L'hydrogène liquide, soit dit en passant, c'est de l'énergie, mais un peu aussi un vecteur d'énergie, car ça se conserve mal. C'est froid, 20 degrés K, donc de moins de 150 degrés environ, mais ça bout. Un de mes collègues, un peu poète, rêve d'avions la nuit fumant sur les tarmacs. Un alexandrin par hasard. Bon, il nous faudra donc à tous, pour le virage climatique des décennies à venir, et donc pas seulement pour l'aéronautique, qui n'est là-dedans qu'un petit joueur, un immense effort d'investissement dans le solaire, pour beaucoup à mon avis, dans l'éolien quelque peu, et qui sait un peu dans le nucléaire peut-être, pour la gestion, et surtout dans la gestion de l'intermittence de ces énergies, dans leur localisation sur nos territoires ou en mer, ou dans des pays ensoleillés, je pense pour produire des carburants par exemple, comme au Maroc actuellement, le Maroc commence à le faire. Et il nous faudra inventer et développer d'énormes moyens de stockage. Quand il n'y aura pas de vent et pas de soleil au cœur de l'hiver, pendant quelques semaines, il faudra avoir stocké ce qu'il faut. Bon, l'aéronautique pourrait, comme elle l'a fait en bien des domaines, jouer là-dedans aussi, indirectement, un rôle précurseur.